Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. C'était immonde, le pire torchon que j'ai lu de toute ma vie. Moi j'étais en mode comment ça? Vous venez pas pour le jeu vidéo? Non parce que moi je parle de jeux vidéo en fait. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouf, plouf, flaout. La BD n'est plus qu'elle est ça. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Bonjour Ultia. Bienvenue sur Le Fils de Bulle. La plupart ici te connaîtront au moins deux noms. Ce qui est moins connu en revanche, à part pour les Ratus, c'est que tu es fan de bande dessinée. On va en reparler tout au long de la vidéo. Mais avant, j'aimerais te dire un peu comment je t'ai connu et ce que je pense de toi. T'as la pression ? Bah oui, j'avoue. Connaissant ton tact légendaire, j'ai un peu la pression là, oui. Mais vas-y, j'écoute. Je t'ai découvert avec tes lives Glénat au festival d'Angoulême. J'avoue que je partais pas forcément gagnant. Parce que j'avais à l'origine un préjugé. Pas forcément sur toi en particulier, mais plutôt sur le milieu de Twitch en général. Vu que j'en connaissais que les polémiques en gros. Et j'avais finalement plutôt bien apprécié tes lives au festival. On sentait que t'aimais vraiment la BD. J'ai commencé à regarder tes autres lives seulement à partir du moment où on a commencé à parler un peu en privé, toi et moi. Et j'avoue que je me suis laissé prendre au jeu, et que je regarde de temps en temps tes lives et même ceux d'autres personnes. Enfin bref, je me suis laissé prendre au jeu pour deux raisons. Toi déjà, ta personnalité et le dynamisme que tu mets. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais pour être aussi dynamique pendant des heures, moi je pense que je pourrais pas. C'est un métier en vrai, hein. Franchement je me donne. Hein. Et la deuxième raison, c'est ta communauté, les Ratus. Vraiment, le chat est super bienveillant, les Ratus sont trop gentils entre eux. Ils se connaissent tous un peu, ils se soutiennent, s'entraident et tout. Franchement, t'as une belle communauté. Tu peux être fier de ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, franchement, heureusement qu'ils sont là, hein, parce que ils me donnent de la matière aussi, tu vois. C'est pour ça que j'arrive à tenir autant de temps, autant d'heures. Hein. Grâce à eux, ils me donnent grave d'énergie, ils rythment le chat. Si j'ai un coup de mou, j'ai qu'à lire une de leurs bêtises dans le chat et c'est bon, ça repart. On leur passe le bonjour. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu es arrivé ici ? Comment je t'ai découvert Alors, c'est une longue histoire, mais je peux la raconter de toute façon, on a le temps. En fait, moi, déjà, je lis de la BD depuis que je suis enfant et j'ai un petit peu abandonné quand j'étais plutôt ado, jeune adulte. Ouais, si, je dirais que je suis jeune adulte maintenant, je pense. Mais quand j'étais ado, après, j'ai un petit peu abandonné le truc et je lisais plutôt des romans parce que je pense qu'il y a un truc qui te fait dire qu'une fois que t'as grandi, il faut que tu lises des vrais livres. Je pense qu'on est tous plus ou moins au courant de ça. Ensuite, Lou Sonata est arrivé, parce que moi, je suis une grande fan de Lou. Et quand il a été question que Julien Nil fasse un nouveau tome de Lou, j'ai vu ça et je me suis dit « Waouh, mais c'est trop bien, mais Lou, j'étais tellement fan, j'ai toujours été trop fan, j'ai vraiment envie de lire... ce prochain tome. Glénat est entré en contact avec moi, ils m'ont fait plein de cadeaux, ils m'ont envoyé Lou Sonata plus l'intégrale du tome 1. Et là, je me suis replongée dedans et je suis jamais ressortie de ça, en fait. Je crois que c'est en 2021. Glénat, le festival d'Angoulême, à cause du Covid, ils l'ont fait plus tard dans l'année. Mais du coup, Glénat a quand même voulu maintenir un festival d'Angoulême en live, donc depuis les locaux de Webedia. Hein. Il était question de faire une interview de Julien Nil. Ils savaient que j'étais très fan. Et du coup, ils m'ont invitée en tant que... invitée, vraiment. C'était pas du tout moi qui présentais l'émission. L'émission était présentée par Ken Bogard. Et j'étais en invité, j'ai pu poser des questions à Julien Nil, mon rêve d'enfant, quoi. Donc j'étais super contente. Et puis en fait, ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont rappelé pour le festival d'Angoulême qui se situait, qui s'est vraiment déroulé cette fois-ci, puisqu'on était un petit peu sortis de cette crise du Covid, etc. Donc dans les temps, au mois de janvier. Et ça, c'était il y a un an, hein, tout pile. On est en décembre, là. Donc c'était il y a un an, ils m'ont conviée pour me dire, écoute, est-ce que tu serais d'attaque pour couvrir tout le festival d'Angoulême avec nous, avec Glénat, en live, avec un cadreur qui te suivrait et tu pourrais visiter des expos, interviewer des auteurs, etc. Donc j'ai dit, d'accord, je vais le faire. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, il faut à tout prix que tout se passe bien et que je passe pas pour une bouffonne, en fait. Tu l'as dit tout à l'heure, t'avais des préjugés sur moi, mais pas vraiment sur moi en tant que personne, mais sur la sphère Twitch, etc. Moi, en fait, j'avais peur de passer littéralement pour une... je voulais pas faire l'écervelé, poser des questions qui étaient évidentes, ne pas me rendre compte en plein live qu'il y a des choses que je connais pas, qui sont la base, et du coup me sentir ridicule. Mais il y avait quand même cette consigne de Glénat en parallèle qui était de vulgariser la bande dessinée. Et que si ça commençait à devenir un live de nerd de BD, ça allait pas toucher la cible prévue, parce que si Glénat payait des gens
pour faire du contenu en live autour de la BD, mais hyper niche, hyper nerd, ça prendrait pas, ça parlerait que aux déjà intéressés, ça prêcherait que les convaincus. L'idée, c'était d'ouvrir un petit peu, de faire germer l'idée de lire plus de bandes dessinées, mais à des gens comme moi, par exemple, qui l'ont abandonné parce que il faut lire des vrais livres, ou à des gens qui n'ont jamais vraiment lu. Enfin voilà, donc il fallait quand même que ça soit accessible. Donc j'étais partagée entre les deux. Et je me suis rendu compte que j'avais un océan devant moi à rattraper. Par exemple, Moebius, je le connaissais, mais de nom, mais ça me disait rien. Enfin, la honte. Et je me suis dit, il faut absolument que je me mette sur le sujet et que je sois hyper professionnelle et que les auteurs en face de moi aient vraiment l'impression de passer un bon moment et de se sentir compris et que ça soit pas juste quelqu'un enfin, tu vois, qui se dise pas c'est quoi cette streameuse sur internet, je sais même pas ce que c'est, que ça soit bizarre, tu vois. Les auteurs, là, en tout cas ceux qui me l'ont dit, ont passé un excellent moment, ils ont trouvé ça vraiment cool. Mais ensuite, je me suis dit vraiment là, je dois tout rattraper. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé ça vertigineux, tout ce que je ne savais pas. Et c'est là que j'ai commencé à chercher, à me renseigner. J'ai acheté par exemple l'apprenti mangaka pour le lire parce que je me suis dit, ça va me donner des pistes, ça va me parler découpage, ça va parler de plein de choses sur la BD que je connais pas. Et puis là, je crois que c'est Jim Bishop que j'ai interviewé quand j'étais à Angoulême du coup, qui m'a parlé de ta chaîne YouTube, puisque tu as déjà fait 2 vidéos avec lui. Et c'est là que je me suis abonnée à ta chaîne. Je me suis dit, ok, il faut que je rattrape tout ça. Et du coup, j'ai poncé toutes tes vidéos. Mais je crois que je les ai quasiment toutes vues. Hein. Genre là, les dernières, plus trop. Mais vraiment, je les ai toutes vues, je te trouve. Parce que tu m'as fait un petit texte là. Mais je te trouve trop intéressant. Je trouve que la manière dont tu amènes le sujet et dont tu construis le sujet, je trouve ça vraiment très intelligent. Et en plus de ça, tu rends ça très accessible. Et puis tu sais, parfois, il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup et qui, c'est pas leur volonté première de pas expliciter certains termes parce que pour eux, c'est devenu du jargon quotidien. Et ben toi, tu le fais quand même, tu vois. Tu expliques quand même les termes un petit peu, pas complexes, mais un peu entre deux, quoi. Et du coup, ça aide beaucoup à se renseigner sur l'univers, quoi. Les spectateurs le verront pas parce qu'on voit que ton visage, mais je suis en train de rougir actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vu la qualité de ta caméra, je le vois pas non plus, t'inquiète. Tu trouves pas que c'est difficile de trouver des ressources sur la BD sur Internet ? En réalité, ça va. Après, ta chaîne, elle est extrêmement complète. Donc, du coup, souvent, j'arrive à trouver de la substance chez toi. Quand j'ai préparé le live avec Chabouté pour sa BD qui s'appelle Musée, en fait, je trouvais rien sur Chabouté, c'est vrai. Et du coup, j'ai trouvé une vidéo de toi qui parle de Tout seul, qui est une autre bande dessinée de Chabouté. Et du coup, je l'ai regardée, et même si tout ce que tu as dit dessus ne s'appliquait pas à mon interview avec Chabouté, ça m'a quand même donné du contenu, en fait. Et au moins, je pouvais m'imprégner de son univers, rebondir sur certains de ses propos, grâce à toi, merci. Et non, je trouve pas ça hyper dur de trouver du contenu, parce qu'en réalité, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'articles de journaux, des vidéos. Moi, c'est surtout les vidéos YouTube que j'aime bien, parce que je crois que c'est ce qui est le plus vulgarisé, et du coup, le plus simple à comprendre. Mais il y a aussi pas mal de podcasts, en réalité. T'es en partenariat avec Glénat. Ne lis-tu que des BD de Glénat ? Du coup, en fait, non, je ne lis pas que des bandes dessinées de Glénat. D'ailleurs, je suis pas du tout en exclusivité avec eux ou quoi, à aucun moment. C'est juste que force est de constater que Glénat est une maison d'édition qui a l'air d'investir et d'apprécier Twitch. Donc, du coup, forcément, on est beaucoup en lien. Et en plus de ça, ils ont une espèce de calendrier des sorties bande dessinée qui est en lien avec des émissions qui ponctuent toute l'année. Je me retrouve sur mon temps libre, c'est pas vraiment mon temps libre du coup vu que c'est un peu le travail, mais à lire des bandes dessinées de chez Glénat. Mais je ne lis pas que ça et dès que je peux, je lis d'autres bandes dessinées qui sont sur ma pile à lire, certaines de chez Glénat, certains non. Il y en a énormément, genre il y a les Peasley par exemple, t'en as parlé sur ta chaîne, je sais. Elle est dans ma pile à lire, c'est dans les prochaines que je dois lire. Vraiment, il y a d'autres BD que je lis qui sont pas forcément chez Glénat. Il y en a même pas mal, même. Pour être honnête avec toi, j'ai pas beaucoup de temps libre, tout court. J'aimerais bien, hein, vraiment. Hein. Mais c'est dur. Parfois, quand je finis une journée de live, je suis claquée et je sais pas ce que t'en penses. Peut-être que tu vas trouver ça débile, mais pour lire, moi, je suis fatiguée, tu sais. Il faut que je me concentre et
même si c'est de la bande dessinée, qu'il y a des dessins et que voilà, c'est plus simple d'être dans l'immersion dans une bande dessinée que dans un roman, faut quand même se concentrer et tout. Moi, le soir, je suis explosée. Tu vois, je vais plus regarder des séries ou des films parce qu'il faut que je déconnecte, quoi. Mais ça, c'est moi. Hein. Moi, par exemple, quand j'étais ado et que je téléchargeais illégalement des séries, je me forçais à regarder un épisode par semaine pour faire vraiment comme si c'était un calendrier de sortie classique, parce que j'ai l'impression quand je fais de la binge lecture ou des trucs comme ça, en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tout gâché et j'ai l'impression que mon cerveau, il s'est pas imprégné de ma lecture en question ou de ce que j'ai regardé. Ouais, je comprends, mais je suis un peu obsessionnel, moi. Quand je commence une BD ou une série, je veux tout avoir tout d'un coup, tu vois. Moi, non, justement, parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir gâché. En parlant de Glénat, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu travailles avec eux? Est-ce que tu as un cahier des charges? Est-ce que tu peux dire tout ce que tu veux? Peux-tu dire quand tu n'aimes pas? Déjà, quand je travaille avec Glénat, c'est eux qui m'amènent les auteurs ainsi que leurs œuvres. C'est pas moi qui dis j'aimerais bien faire une émission avec un tel ou voilà. Par contre, je peux quand même le dire. Je peux dire ça fait 2 ans que je réclame Timothée Le Boucher, par exemple. Non, ça fait pas 2 ans. Ça fait 1 an que je réclame Timothée Le Boucher et que je l'ai pas parce que je pense qu'il a des raisons personnelles où il aime pas trop le format live. Tu sais, je m'éloigne de ta question, mais je veux quand même le souligner. C'est un véritable exercice de demander aux auteurs d'être là avec moi en live et de discuter et de répondre à mes questions. Ça n'a rien à voir avec le podcast où c'est juste de la prise son. Ça n'a rien à voir avec une interview pour n'importe quelle chaîne de télévision locale ou pour n'importe quel article où il y a juste une photo et après c'est un texte. Un live, c'est un format qui est très long, qui laisse le temps aux auteurs de parler, qui peut être très intimidant parce qu'il y a plusieurs caméras, parce que tu te dis « Ok, je suis en direct, genre là, je peux faire une dinguerie, je suis en direct, c'est terrible, tu vois. » Et je le comprends de fou. Donc c'est un exercice qui est hyper compliqué pour eux, surtout que, on va pas se mentir, mais les auteurs de bande dessinée... Ils font pas, c'est pas les plus extravertis du village. Enfin, tu te doutes quoi. J'invite pas les saltimbanques en mode ouais, on est super à l'aise et tout. Donc il y en a qui sont plus timides que d'autres et c'est normal. Et du coup, c'est un véritable travail de les mettre à l'aise. Ma phobie, ça serait qu'il y ait quelqu'un qui se sente mal pendant un live, tu vois, et que j'arrive pas à le mettre à l'aise et que j'arrive pas à le faire parler et qu'il en garde un mauvais souvenir. En réalité, je sais pas, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça, mais si Timothée Le Boucher, par exemple, se sent pas à l'aise avec le live, je le comprends entièrement. Donc du coup, voilà, déjà, c'est Glénat qui vient vers moi en me disant on va faire telle émission. Souvent, c'est des émissions, il y en a plusieurs, et elles s'inscrivent dans un thème. Et nous, à part pour Angoulême, où, comme je couvre tout le festival, j'interviewe les auteurs. Dans les autres émissions annuelles présentées, que je présente chez Glénat, ça va être des émissions qui seront thématiques. Donc du coup, en général, c'est eux qui connaissent le mieux leur catalogue de bandes dessinées et d'auteurs. Et donc, c'est eux qui arrivent à regrouper des auteurs entre eux en se disant, voilà, ils se connaissent en fonction de leur alchimie, en fonction de s'ils se connaissent ou pas, en fonction des thèmes abordés dans la bande dessinée, parce que c'est difficile... parce qu'en fait, je vais pas interviewer un auteur par un auteur sur une émission de 2 heures. Ça serait beaucoup trop long comme format et ça serait vraiment la plaie, quoi. Donc, il faut regrouper les auteurs. Et pour regrouper les auteurs, il faut qu'il y ait quelque chose qui les regroupe. Donc, du coup, voilà, soit le thème de leur BD, soit leur lien, soit le format, soit peu importe. Et ensuite, l'intégralité de l'émission est rédigée par moi. Et Ascali, avec qui je travaille au quotidien et qui travaille avec moi dans ma boîte, qui va aussi, de son côté, lire les bandes dessinées et amener des questions pour alimenter le déroulé de l'émission. Heureusement qu'elle est là. J'ai dû lire plus d'une 20aine de bandes dessinées en un laps de temps très réduit pour Angoulême l'année passée. Franchement, ça aurait été trop dur qu'elle soit pas avec moi pour répartir le travail parce que je fais pas que ça, tu vois. Je suis streameuse à côté aussi, donc du coup, je fais pas que de la bande dessinée. Je me suis quand même déjà fait censurer par Glénat, du coup, mais je comprends parce que c'est une émission sponsorisée, c'est le jeu. Et du coup, parfois, si je vais poser des questions qui peuvent mettre mal à l'aise soit les auteurs, soit l'éditeur, soit Glénat, soit les trois, bon, j'avais demandé pour Mezzo et je te donne l'inside de toute façon. Tu vois, c'est dire à quel point c'est OK de parler. Ils m'en voudront pas que j'ai balancé ce que je voulais poser comme question et qu'ils m'ont interdit de faire, tu vois. Donc, par exemple, pour Mezzo et Dupont, j'avais lu en interview et écouté en podcast, je crois plutôt, que Mezzo et Dupont
venaient de deux milieux sociaux extrêmement différents. L'un étant issu d'une famille plutôt de classe ouvrière et l'autre avec un statut un peu plus élevé d'un point de vue social. Et du coup, j'avais trop envie de leur demander si ces différences de milieux sociaux et donc de passifs, tu vois, parce que ton milieu social te construit en tant que personne aujourd'hui. Je sais plus comment j'avais formulé la question, mais en gros, à quel point ça rythmait les échanges, à quel point parfois il y avait des dissonances, à quel point parfois ça, au contraire, apportait une vision que ça couvrait quelque chose de très large, tu vois. Et ça, ils ont enlevé. Ils ont enlevé parce qu'ils veulent pas parler politique et social, tu vois. C'est juste ça. Et après, je les ai croisés à Amiens et je leur ai posé cette question. Et je leur ai dit, bah voilà, la dernière fois, j'ai voulu vous poser cette question, mais j'ai pas pu. Vous en pensez quoi ? Et ils ont dit, ah non mais t'aurais grave dû la poser, on s'en fiche. Enfin voilà, ils m'ont répondu du coup et c'était hyper intéressant et voilà. Donc je pense que c'est une histoire de dès que ça va toucher à de la politique, je pense. Je pense que dès que ça touche à de la politique, surtout que Dupont et Mezzo sont vraiment engagés politiquement, je pense qu'ils voulaient pas que ça tourne au vinaigre et ou que le propos soit tenu au nom de Glénat. Enfin, tu comprends ce que je veux dire ? Voilà, donc je pense que c'est ce genre de... Et c'est la seule fois où on m'a dit non. Voilà, donc je peux faire ce que je veux, tant que je reste dans le thème et que je respecte bien sûr les auteurs, mais évidemment, c'est ce que je vais faire. Tu m'avais posé une autre question à la fin, mais je me rappelle plus. Oui, c'était « Peux-tu dire quand tu n'aimes pas ?» Ah oui, alors ça me fait penser à un truc, c'est que tu m'as aussi demandé par rapport à la concurrence. Ça, on peut se demander, genre, est-ce que j'ai le droit de parler de bande dessinée concurrente ? La réponse, c'est oui. L'important étant de ne pas en faire des caisses. C'est littéralement ce qui a marqué sur le runner. Donc le runner, c'est le déroulé de l'émission. Il y a marqué, c'est OK de parler d'autres bandes dessinées, plusieurs fois même. L'important, c'est pas juste de faire aparté de 15 minutes sur une autre bande dessinée. Et franchement, je comprends. C'est une émission qui est sponsorisée par Glénat. L'idée, c'est pas de faire un exposé sur... Avez-vous lu la super BD que Delcourt vient de sortir là ? Vraiment, c'était incroyable. Ouais, tu vois, c'est malvenu. Donc franchement, ça non plus, ça me dérange pas. Et comme je l'ai dit, tu peux vraiment mentionner toutes les bandes dessinées que tu veux. Et tu m'as dit, est-ce que je peux dire quand j'aime pas ? Il y a deux moments où je pourrais dire que j'aime pas. En fait, il y a quand je fais des émissions chez Glénat, pour Glénat, où c'est eux qui ont choisi les auteurs, etc., et leur bande dessinée. Ça peut arriver, du coup, que j'apprécie pas particulièrement une des BD. C'est déjà arrivé. Il y a déjà des bandes dessinées où ils m'ont dit, tu vas recevoir tel auteur qui va parler de tel livre. Et moi, je vais lire et je vais être en mode, j'ai pas passé un excellent moment, j'ai mes raisons, tu vois. Il y a des choses que j'aime moins. Enfin, voilà, les goûts, les couleurs. Mais jamais je vais dire, je n'ai pas aimé votre BD. Je vais pas donner mon avis en disant... mais même si c'est constructif. Tu vois, je vais pas non plus dire, mais tu vois, dans le découpage, je trouve qu'il y a quelque chose qui manquait, parce que non, je vais pas dire ça. Franchement, c'est trop gênant, c'est sur la chaîne de Glénat et sur la mienne. Mais je vais lui poser des questions sur des sujets pour le faire parler, et de toute façon, et on le comprend assez vite, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément apprécié l'œuvre. Je suis pas non plus en mode, j'ai détesté, c'était immonde, le pire torchon que j'ai lu de toute ma vie, genre j'en suis pas là, tu vois. Mais pour autant, l'auteur en question, il peut être hyper intéressant de plein de manières. Et c'est pas parce que j'ai pas aimé particulièrement son œuvre qu'il n'y a pas plein de choses à dire et à m'apprendre, tu vois. Donc déjà, ça dans un premier temps. Par rapport à ma prise de parole en live sur les bandes dessinées Glénat ou d'autres, peu importe, en fait, il n'y a pas de différence. Comme je l'ai dit, je suis pas en exclusivité avec Glénat, donc voilà. Pour le coup, je vais donner mon avis. Après, bon, on en a déjà parlé tous les deux. Quand on commence à connaître les auteurs, c'est difficile. Il faut vraiment choisir ses mots et être constructif et pas blesser pour blesser, parce que vraiment, c'est horrible. Et je pense que ça doit être dur de recevoir toutes ces critiques comme ça à la sortie de sa bande dessinée, ou pas d'ailleurs. Ça doit être dur de voir quelqu'un en parler en mal. Donc de toute façon, dans tous les cas, j'essaye de faire attention et de choisir mes mots. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai quand même on va pas se mentir, j'ai quand même un travail d'influence. J'ai pas envie qu'on me mette dans cette case, mais j'y suis forcément. C'est obligé. Et du coup, quand je dis que j'ai adoré une œuvre et que c'est vrai, et que j'en ai moins aimé une autre, bah pourquoi je le dirais pas, tu vois ? Je pense aussi que quand on a un peu d'influence, l'honnêteté, ça renforce un peu la qualité du lien avec le public. Si tu dis à tes abonnés que t'aimes tout ce qui te tombe sous la main, ils vont peut-être te faire moins confiance que s'ils sentent que tu choisis les œuvres dont tu dis du bien. Ouais, je pense que si tu dis amen à tout, je veux dire, ça va perdre de la valeur, quoi, ce que tu dis.
Alors que si on te voit garder un esprit critique, ben, les fois où tu diras « c'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre », et ben, on va vraiment te suivre et te croire. C'est tout à fait ça. Dis-moi, Ultia, c'est quoi tes BD de jeunesse? Les BD de ma jeunesse, une fois, ma mère m'avait surpris avec une BD de Torgal quand j'avais 5 ans. Elle m'a crié dessus, elle m'a dit que c'était pas du tout pour mon âge. Je me suis vraiment fait engueuler ce jour-là. J'étais fan de Astérix Obélix La Traviata. Je crois que c'est parce que... Mais j'étais enfant, hein. Quand je dis ça, me juge pas, là, je te vois, là, me regarder comme ça. Je te juge pas, c'est juste que c'est pas le meilleur tome d'Astérix, quoi. Bah non, mais je me doute, mais j'étais une petite fille et La Traviata, trop belle, quoi. Donc du coup, c'était en mode modèle féminin, je la trouvais trop belle et du coup, je trouvais que l'histoire était cool. Enfin, j'étais... Là, tout ce que je suis en train de te dire, j'étais vraiment enfant, littéralement en primaire, tu vois. Et puis après, je lisais tous les Titeuf. On me l'offrait systématiquement dès qu'il y en avait une qui sortait. Et ensuite, j'ai lu Cho. Il y avait genre des BD, des jeux, avec tout ce que je viens de citer. Il y avait Titeuf, Marie Frisson, Malika Secousse. Et après, du coup, c'est là que j'ai découvert Lou. Et c'est là que je me suis mise à acheter systématiquement tous les tomes de Lou. Je crois que c'était tout ce que je lisais quand j'étais enfant. Ultia, pourquoi tu es devenue fan de bande dessinée et pas de cinéma? Selon toi, que permet la bande dessinée que ne permet pas le cinéma? C'est dur cette question. Déjà, je trouve que en lisant une bande dessinée, je trouve que je suis beaucoup plus dans ma bulle que quand je regarde un film. J'ai l'impression que c'est plus un loisir de toi à toi. Quelque chose que tu partages vraiment seul. Ça m'est jamais arrivé de lire une bande dessinée avec quelqu'un, à deux. Même avec mon frère, on n'a jamais fait ça. Alors qu'on a regardé des films, tu vois. Et c'est rigolo que tu me demandes ce que a la BD que le cinéma n'a pas, parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse. C'est la BD, elle a pas plein de trucs que le cinéma a. Donc c'est marrant que tu la formules dans ce sens-là. Du coup, je pense que la bande dessinée, ce que ça a et que le cinéma n'a pas, c'est le rythme que tu imposes toi-même. De toute façon, c'est même une contrainte pour les auteurs. Le fait de se dire que le lecteur, il va vraiment lire, c'est imprévisible. Est-ce qu'il va regarder très vite? Est-ce qu'il va vite voir sur cette page qu'il y a un méga spoil et du coup, comment je découpe ma bande dessinée? Alors que le cinéma, c'est toi qui imposes le rythme. À moins que tu fasses pause pour aller pisser. Je dirais le rythme et je dirais ce côté très bulle solitaire dans laquelle t'es quand tu lis une BD. Ça va, tu t'en sors bien. Tu trouves? Ouais, t'inquiète. Ça va alors. Quelle BD tu nous recommanderais de lire et pourquoi? Là, récemment, j'ai lu Une nuit avec toi de Maran Rachian. C'est sa toute première bande dessinée où elle est à la fois au scénario et à la fois au dessin, qui est une bande dessinée dont tu as déjà parlé puisqu'elle est dans ton top 10 des BD de l'année. Tu veux que je la repitch? Ok. Ça raconte l'histoire de Brune, qui est une jeune femme qui attire beaucoup les regards sur elle. Elle est objectivement très belle. Un soir, elle est invitée à une soirée avec des amis. Une soirée dans un appartement de quelqu'un qu'elle connaît, avec plein de gens qu'elle connaît. Et au moment de partir de cette soirée, une connaissance, justement, l'interpelle pour lui dire « Ah, tu rentres, moi aussi. Si tu veux, je suis véhiculée et tu peux rentrer, je peux te déposer chez toi. C'est sur mon chemin. » Et elle, elle le connaît de vue, elle sait très bien qui c'est, elle lui a déjà parlé à plusieurs reprises. Elle accepte, il la conduit chez elle. Sauf que quand il passe dans sa rue et devant son immeuble, il ne s'arrête pas. Et Brune, déjà un petit peu embarrassée à l'idée de disposer de sa voiture et de sa gentillesse pour qu'il la ramène. Et une fois qu'ils arrivent dans son garage, il lui dit tu peux juste vite fait monter chez moi, ça va prendre 2 minutes, t'inquiète, j'ai un truc à te montrer. Elle dit en vrai j'ai vraiment envie de rentrer, mais il lui fait non mais vraiment ça va prendre 2 minutes, faut que tu rentres. Du coup elle se sent grave obligée de le faire. Elle monte les escaliers avec lui. Ils terminent dans cet appartement tous les deux. Et voilà, on arrête ici le pitch. Et il se passe des trucs, mais on sait pas quoi. Il faut que vous lisiez pour savoir. Oui, tout à fait. Lisez des BD. Je trouve qu'en bande dessinée, on parlait tout à l'heure de cinéma et de bande dessinée. En bande dessinée, lorsqu'il s'agit de donner du suspense, de l'intrigue, de faire monter la pression, c'est pas simple parce qu'au cinéma, il y a beaucoup de sons, ou de l'absence de son, où on remet du son, il y a des bruitages, etc. Là, c'est super difficile, surtout que toi, lecteur, t'as l'œil vraiment sur les deux planches, donc il faut vraiment savoir faire monter la tension. Et en fait, Maran, elle le réalise superbement dans Une nuit avec toi. C'est presque du cinéma, en fait, ce qu'elle fait. Les plans dans Une nuit avec toi sont très cinématographiques, et elle arrive à amener, via son découpage, je trouve,
et la narration, un suspense qui pour moi en bande dessinée était quasiment impossible à amener. Je pensais, tu vois. Et l'histoire est hyper prenante, donc ouais, il faut foncer, il faut lire cette bande dessinée de Maran. Une deuxième recommandation ? Depuis que je me suis mise à la bande dessinée, je fais beaucoup d'échanges de BD avec des copines. Et en fait, j'ai une copine qui m'a prêté, contre Lettres perdues d'ailleurs, elle m'a prêté Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris. Et c'est une bande dessinée qui m'a vraiment marquée. Alors pour le coup, vous en avez pour votre lecture, hein, parce que c'est un pavé, hein, elle est vraiment énorme. C'est bien après la Seconde Guerre mondiale, c'est dans la fin des années 60. Ça se passe à Chicago et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Karen, qui est très fan de tout ce qui est monstres, fantômes, vampires, etc. Elle aime trop cet univers très horrifique. Elle s'invente tout un monde autour de ces fameux monstres et du coup, elle-même, elle est persuadée que c'est un loup-garou. Et en fait, un jour, sa voisine du dessus, qu'elle aime beaucoup et qui est très gentille avec elle, est retrouvée décédée dans son appartement. Et cette voisine en question est une survivante de l'Holocauste. Du coup, cette petite fille, qui a 10 ans, elle décide de mener l'enquête pour savoir qui a tué sa voisine. Elle croit absolument pas en toutes les théories de suicide et compagnie. Je pensais que j'étais imperméable à tous ces sujets-là, mais en réalité, ça m'a vraiment mis mal, hein. Genre, j'ai pleuré et tout à la fin, j'ai trouvé ça hyper prenant, mais du coup, c'était réussi. J'aime trop cette BD. En vrai, excellent choix. Une dernière ? Je suis extrêmement fan. Ça m'a transcendée. Vraiment, il y a eu un avant et un après cette bande dessinée-là. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'a tellement parlé. Ça s'appelle Mes 14 ans. Enquête sur ma découverte de ma sexualité par Lucie Michaelian et Jeanne Boisec. Et c'est illustré par Lisa Chetto. Cette bande dessinée, en fait, c'est une histoire vraie. En gros, Lucie Michaelian, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, elle est parisienne. Suite à une invasion de punaises de lit dans l'appartement de ses parents, elle se voit dans l'obligation de vider l'appartement pour éradiquer les punaises de lit en question. Et en fait, elle retombe sur son journal intime de l'année de ses 14 ans. Et du coup, elle retrouve ce journal qui avait, par tant de fois, failli se retrouver à la poubelle. Et là, elle se dit, mais en fait, ce journal, il est ouf, quoi. Enfin, j'ai de l'or dans les mains. Elle se met à créer un compte Instagram qui s'appelle Mes 14 ans, où elle prend en photo et elle met des extraits des pages les plus drôles, improbables, ou trash, parce qu'elle était vraiment trash, quoi. Et ensuite, elle en fait un podcast. Et en fait, tout ça fonctionne plutôt bien. Et elle décide d'en faire une bande dessinée par Lisa Chetto, du coup, qui est sortie cette année et qui est incroyable. Ça se lit comme un journal intime. Et là, c'est très tangible, en fait. J'avais vraiment l'impression de me voir à travers ces lignes. Et en plus de ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, Lucie Michaelian est représentée à l'âge adulte et elle revient sur ses propos de quand elle était ado. C'est pas juste le journal d'une ado qui est dessiné, en fait. C'est pas juste ça. C'est ça, plus l'intervention d'une adulte avec le recul nécessaire qui va analyser ce qui a été dit. Parfois, il y a toute une histoire du regard masculin sur elle quand elle était ado, de comment tu valorisais le regard masculin sur toi. Enfin bref, ça parle de tellement de dynamiques sociales trop intéressantes. Et je me suis sentie extrêmement concernée et j'ai adoré. Je l'ai dévoré. Et après, j'ai dévoré tous les podcasts. Pour être honnête, elle est sur ma pile de lecture, celle-là. Promis, je la lirai bientôt. Ouais, vraiment, hein, franchement, moi j'ai trop aimé. Je pense qu'une fois que tu l'as lu, il faut que tu le files à ta femme. Genre, non, mais vraiment, hein, c'est trop marquant. Enfin, je sais pas. C'est vraiment du génie, hein, je trouve. On arrive à la fin de l'entretien. J'avais une question un peu particulière à te poser. Moi, je montre pas mon visage sur Internet. Toi, ton business repose en partie sur toi et sur ton image. Quels seraient selon toi les avantages et désavantages de nos deux façons de faire ? Je pense que c'est pas comparable. Je pense que toi, dans ton entreprise de faire une chaîne YouTube qui parle de bande dessinée, je trouve que le fait que tu ne montres pas ton visage, c'est pas quelque chose de pénalisant ou de problématique. Parce que de toute façon, je pense que les gens qui te regardent cliquent d'abord par rapport au sujet dont tu parles, donc la bande dessinée. Et du coup, ce lien, cet affect que tu développes avec la personne derrière l'écran, en fait, il se fait pas vraiment, quoi. Moi, les gens qui me suivent, ils me suivent pour moi, en fait. J'ai mis du temps à me l'avouer, mais c'est vrai. Genre, par exemple, au début, quand je streamais du Zelda,
je mettais pas la caméra. Et ensuite, je l'ai mise. Et puis en fait, je m'énervais, enfin ça m'agaçait quand les gens disaient « De toute façon, peu importe le jeu que tu feras, on sera là ». Moi, j'étais en mode « Comment ça ? Vous venez pas pour le jeu vidéo ?» Non, parce que moi, je parle de jeu vidéo en fait. Et du coup, ça me vexait qu'ils disent que peu importe le sujet abordé, ils seraient là, tu vois. Bon, je me vexais beaucoup. Je pense que c'est parce que j'étais en mode « Je parle de jeux vidéo, je veux parler de jeux vidéo ». Et puis après, j'ai fini par me l'avouer. Oui, les gens restent pour toi. C'est pour ça que tu peux faire n'importe quel petit jeu indé de niche, il y aura toujours des gens. Il y en aura peut-être moins que quand tu feras un jeu avec une plus grosse exposition, mais il y en aura quand même, et le noyau, il est là. Et ça, en fait, cette personnalité-là, même si tu peux l'avoir sans montrer ta tête, si tu montres ta tête, il y a plus de chances que ce lien se réalise, quoi. Cet affect que les gens ont envers ta personnalité. Quand tu restes anonyme, en fait, t'as pas cette exposition très violente face au reste de la Terre, quoi, littéralement. On va pas se permettre de juger ton physique ou d'être désagréable avec ce à quoi tu ressembles, évidemment. Donc t'es pas constamment jugé, épié. En plus de ça, sur Twitch, en général, il y a plusieurs caméras, donc c'est vraiment sous tous les angles. Tu peux pas tricher quand t'es sur Twitch. Pour moi, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui ferait... son business uniquement par exemple sur Instagram où tu choisis à chaque fois comment t'es représenté, tu prends les photos, tu les sélectionnes, etc. Sur Twitch, pas de triche. Donc faut vraiment être à l'aise avec son image. De toute façon, personne ne l'est en général, enfin peu de gens le sont, mais on essaie. On essaie de l'être. Je vois tout à fait. J'ai une dernière question, Ultia. Une question qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. Est-ce que tu nous prévois une petite BD de youtubeur ? Est-ce que je prévois de faire une BD de youtubeur ? Évidemment, depuis que je me suis mise à parler de BD, etc., il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que toi aussi tu fais ta BD, tout ça. Et moi, à chaque fois, je dis la même chose. Je dis, mais j'ai rien à raconter, en fait. Je vais laisser ça aux gens, aux professionnels. Je vais laisser ça aux gens qui savent le faire. Je vais pas... Voilà. Et puis récemment, j'ai lu mes 14 ans. Moi, quand j'étais ado, je tenais avec ma cousine, qui a mon âge, un cahier qui s'appelle Le Cahier des cousines, qui est un cahier qui est en 2 volumes, où on décrivait toutes nos journées et on les illustrait avec des trucs dans la marge, avec des tickets de train, avec des tickets de cinéma, avec plein d'anecdotes, et il y a des blagues, il y a des trucs qui se passent en vrai et qui, avec le recul, sont hyper drôles, d'autres un peu moins. J'ai 3 ans de relation épistolaire avec elle. Et en lisant mes 14 ans, j'ai eu un petit peu une envie, évidemment. Et je me suis dit, ça serait génial. Il y a vraiment une narration qui est presque toute trouvée, de moments où on est toutes les deux et de moments où on est séparés. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose de cool à faire. Donc si demain, je viens faire une BD, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Il y a rien encore. Je pense que ça serait sur ça. Et du coup, ça serait pas sur... une espèce d'aventure sur moi-même. Enfin, ce serait rien à voir, quoi. Genre Ultia, la reine des ratus. Oui, non, ça serait pas ça. Ça serait pas une aventure où je partirais en mode fantastique avec mes fidèles rats pour conquérir le monde. Enfin, genre, ça sera pas ça, tu vois. Déjà, j'aimerais en apprendre encore plus sur la BD avant. Et ensuite, je vais lire beaucoup de trucs, je pense. Regarder beaucoup de trucs. Écouter beaucoup de trucs. Et après, je pense que je vais voir comment je pourrais construire ça d'un point de vue narratif dans un premier temps. Et puis après, on verra, quoi. Je sais pas, tu me détesterais si je faisais ça ? Non, en vrai, j'ai rien contre le principe de youtubeur ou même d'artiste ou de n'importe qui voudrait faire une BD. Au contraire, en vrai, tant qu'il y a une idée sincère derrière, une réelle envie de produire une œuvre intéressante, tant que c'est fait avec l'amour de l'art et pas seulement l'amour de l'argent, en vrai, j'ai rien contre. Faut juste pas que ce soit un produit marketing fait dans le seul but de faire raquer ses abonnés, comme c'est trop souvent le cas sur YouTube. Mais si c'est une bonne BD, que j'aime subjectivement ou pas, j'en dirais pas de mal. Te mets pas la pression. C'est pas mon genre. C'est la fin de notre entretien. Je te remercie, Ultia, du temps que tu nous as consacré. Merci à toi. C'était trop gentil de m'avoir interviewé. Ça m'a fait plaisir quand tu m'as proposé. Donc, si t'es content, je suis contente. Avec plaisir. T'aurais un mot de la fin ? Je déteste cette question, c'est horrible. Je sais. J'ai l'impression que tout est braqué sur moi quand on me dit ça. Un mot de la fin. En plus de ça, j'allais dire un truc du... Enfin, tu vois, j'aurais bien dit un truc du style les BD, les vrais livres, ça n'existe pas, tu vois. Mais les gens qui te suivent sur ta chaîne, ils sont déjà convaincus, donc ça sert à rien. Bah, tu peux le dire quand même. La moralité de l'histoire, c'est que les vrais livres, ça n'existe pas.